Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur, Ergun Toparslan, porte-parole de Territoire de Progrès, et puis Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Les trois vont deviser sur le débat sur lequel vous êtes sollicités, les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et puis consultation compte Twitter. Pour les études de vos enfants, que privilégiez-vous, le public ou le privé? Pour l'instant, vous dites le privé à 74%. Wow. On en discute. Nous allons en parler avec un grand témoin, Christian Gaulier, économiste du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et directeur de Toulouse School of Economics. Nous en parlons dans un instant, sans vous avoir rappelé, bien sûr, que des amphithéâtres sont bondés aujourd'hui. La barre symbolique des 3 millions d'étudiants en France sera franchie. C'est une augmentation constante depuis 2008, en cause la croissance démographique, etc. des années 2000. Les écoles de commerce et les formations d'ingénieurs connaissent une progression de leur effectif bien plus importante encore. L'enseignement privé, en fait, connaît un développement continu dans toutes les régions économiques. C'est comme si c'était un système de vases communicants. L'école publique explose et l'école privée n'est pas loin d'exploser en récupérant tout. L'article du Monde bien sûr, met l'accent sur l'université, mais nous allons élargir parce que aujourd'hui, il est bien question de parler du lycée privé ou public, du collège et même de l'école primaire. Bonsoir, Christian Gaulier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si on vous entend bien. On fait un petit test. Vous nous entendez bien ? Moi, je vous entends bien. Voilà, alors vous êtes un petit peu loin au niveau du micro. On va peut-être essayer de régler ça parce que je vous sens loin, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, la tendance aujourd'hui, on le voit bien avec les premiers chiffres de la consultation, et puis c'est un secret de polichinelle. Les gens ont besoin d'être rassurés, et on va dire qu'aujourd'hui, l'enseignement privé rassure. Christian Gaulier. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai que l'enseignement privé, en tout cas l'université, est sélectif. Donc, effectivement, des moyens supérieurs, la capacité de sélectionner des étudiants donne un avantage comparatif important par rapport à l'université qui a longtemps été considérée comme le camion-balai de l'enseignement supérieur en France. Bon, sachant qu'en plus, ne l'oublions pas, là on parle pour les élèves, mais il y a la tentation pour les professeurs de partir pour le privé. Manque de moyens, manque de soutien, vous confirmez ? Ah oui, totalement. L'université française a dû affronter la massification de l'enseignement avec une augmentation massive du nombre de bacheliers qui voulaient rentrer à l'université, et ça s'est pas accompagner une augmentation des moyens aussi nécessaires que ce qu'il aurait fallu faire. Réaction des vraies voix qui donnent leur point de vue et puis qui vous posent une question aussi. Ergun Toparslan. Moi, par principe, je suis beaucoup plus attaché à l'école publique parce que tout d'abord, en tant que républicain, je sais qu'il n'y a pas de république sans républicain, il n'y a pas de républicain sans école. Et l'école, pour pouvoir permettre à chaque membre de la société de pouvoir accéder au même degré d'éducation, de citoyenneté, ça doit être public et ça doit le permettre. Aujourd'hui, l'école publique a quelques défaillances, ça serait illusoire de le renier, mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on accentue cette préférence-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même une migration vers l'école privée qui est peut-être exagérée dans un contexte éducatif qu'on connaît, mais surtout ce qui me dérange d'autant plus, c'est qu'au moment où on arrive dans les études supérieures, on retrouve que les reproductions sociales sont très importantes. Le nombre d'enfants d'ouvriers à Bac+4, Bac+5 et les différenciations qui se font entre ceux qui sortent des collèges ou des lycées privés et ceux qui viennent de collèges et lycées publics sont assez inquiétantes. Donc plutôt que de tout mettre dans le privé, je souhaite qu'on redonne une force à l'école publique et qui permettra aussi d'éviter les reproductions sociales que connaît l'enseignement supérieur. Ça passe donc par les moyens avant toute chose, Christian Gaulier ? Non, pas du tout. Il faut des moyens et il faut réforme de la gouvernance. C'est-à-dire qu'à l'université en particulier, le système de gouvernance ne prête pas vraiment à l'excellence, à la volonté de produire de la valeur sociale en créant des compétences pour les étudiants qui sont adaptées au marché. Pendant trop longtemps, l'université s'est concentrée sur la recherche et a considéré l'enseignement comme une cinquième roue ou carrosse, quoi. Donc il faut vraiment
réformer la gouvernance, il faut en particulier forcer l'ensemble des universités à avoir une évaluation de chaque cours. Et quand on a des enseignants qui posent problème, il faut des systèmes de remédiation qui sont rarement mis en place dans l'université. Ala Oukili. Est-ce que l'enseignement public ne souffre pas également de la surpolitisation de ses employés? Je m'explique. Avec la crise du Covid, on a vu l'impact même sur les parents de voir leurs enfants ne pas pouvoir aller en cours, être privés de cours. Mais par-delà cette crise-là, on peut constater des grèves à répétition. Et loin de moi l'idée de remettre en cause ce droit fondamental. Mais est-ce que ça n'a pas tendance à lasser de voir des années blanches, des acquis qui ne sont pas acquis finalement comme c'était promis, des cours un peu on y va pas, c'est pas sûr, et l'image finalement du privé qui serait beaucoup plus encadrant, on va dire, pour notamment un bachelier qui vient de quitter la cour, on va dire, de récréation pour se former pour son avenir. Christian Gaulier. Oui, si vous voulez, la bonne réponse à ça, c'est mettre je veux dire un gros mot, mais c'est la mise en concurrence des institutions. Jusqu'à maintenant, dans le système d'enseignement, on a donné à chacun des moyens. On n'a pas vraiment évalué l'utilisation de ces moyens. On n'a pas évalué les compétences acquises. Ça se fait depuis un certain nombre d'années, mais ça va trop lentement. Il faut mettre les institutions en concurrence. Il faut laisser les institutions mettre en avant des marques. Regardez, une des grandes différences entre le public et le privé, c'est la capacité des grandes écoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, à créer des marques et être attractifs sur ces marques. Et c'est ça qui fait tailler des croupières à l'université, excusez-moi, parce que les universités ont depuis trop peu de temps pris en charge cette volonté d'affronter la concurrence et d'essayer d'améliorer ses qualités. Et c'est comment est-ce que dans le système privé, dans notre économie depuis 2 siècles, on améliore les qualités des biens et services, eh bien, c'est en mettant les offreurs de services en concurrence. On ne le fait pas dans l'université. Alors, je comprends bien que la concurrence... Une petite saute. Vous nous disiez, vous comprenez bien que la concurrence, oui, ça avait sauté. Oui, Christian Gaulier, allez-y. Je disais que ça avait sauté, vous compreniez bien que la concurrence, allez-y. Excusez-moi. La concurrence est insuffisante encore, si vous voulez. Je pense que c'est important aujourd'hui que l'université, il y a un certain nombre d'universités en France qui l'ont pris, ce tournant-là, de créer des labels de qualité à Dauphine dans certaines universités de droit. Par exemple, Bond Université a mis en œuvre depuis quelques années maintenant des vraies marques, Toulouse School of Management, Toulouse School of Economics, qui sont des institutions qui essayent d'apporter de la qualité supplémentaire avec des moyens limités, mais ça nous permet de concurrencer des institutions comme HEC, comme Polytechnique, comme Sciences Po Paris. Mais ça nécessite à la fois des moyens supplémentaires, et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, l'État n'est pas nécessairement en position d'offrir ces moyens supplémentaires. Donc, il faut réfléchir à des versions alternatives. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, améliorer la gouvernance pour que les institutions publiques, en particulier, prennent en charge une vraie volonté d'améliorer la qualité. C'est fou comme ce débat. Ouais, c'est fou comme ce débat ressemble à celui qu'on pourrait avoir sur le système hospitalier, par exemple. Finalement, il y a les mêmes constats. Réaction des auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Nous filons à Rodez. Bonsoir Renaud. Bonsoir Sud Radio, bonsoir les vraies voix, bonsoir à tout le monde. Juste en préambule... Ouais. Alors public ou privé ? Alors très honnêtement, aujourd'hui, je pense privé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Mais juste en préambule, une nouvelle fois, un grand merci à vos standardistes et notamment à Zach. Ah oui, je vous confirme. Parce que franchement, à chaque fois, il nous accueille, mais alors d'une manière formidable. C'est très gentil. Alors Renaud, donc vous nous dites un peu plus le privé. Alors aujourd'hui, moi je pense le privé. Je vous explique pourquoi. C'est moi qui me suis occupé, quand ma
sœur s'est installée à Rodez, c'est moi qui me suis occupé pour mon neveu de faire les démarches pour inscrire mon neveu en école publique. Mais très honnêtement, aujourd'hui, avec tout ce qui a pu se passer, que ce soit l'affaire Samuel Paty et d'autres histoires plus ou moins comme ça, avec les agressions dans les classes par rapport aux professeurs, quand je vois notamment, et c'est aussi ça qui me ferait aller pencher vers le privé, les speed dating de recrutement de professeurs, très franchement, j'ai clairement l'impression entre ce que moi j'ai connu comme école privée, c'est pas tout récent quand même, puisque j'ai 38 ans. Comme école publique, vous nous dites ce que vous avez connu comme école publique. Oui, entre ce que moi j'ai connu en école publique il y a longtemps, alors, puisque j'ai fait 38 ans récemment, et ce que je vois maintenant, très honnêtement, je ne reconnais pas l'éducation nationale telle que moi j'ai pu la connaître. J'ai l'impression que le système éducatif français, pardonnez-moi la vulgarité, mais c'est complètement cassé la gueule. Pour moi, depuis des années, le baccalauréat tel que les bacheliers l'ont aujourd'hui, ne représente plus rien, n'a plus aucune valeur. Beaucoup de professeurs sont malmenés et peu importe le niveau d'enseignement, que ce soit par les élèves, les parents, bien souvent aussi par leurs supérieurs académiques. Je pense que l'école aujourd'hui, c'est mon point de vue personnel, l'école de manière générale est dans un abandon total. Alors vous parliez Renaud de votre point de vue personnel. Moi je pense qu'il est assez représentatif déjà de la consultation que vous nous donnez, les auditeurs de Sud Radio, c'est-à-dire 75% finalement sont d'accord avec Renaud. Alors quand Renaud donne des arguments très étayés comme ceux qu'il vient de donner, finalement on a bien compris que c'était la problématique que nous continuons à développer. Je veux notamment écouter Jérémy Stubbs sur la question, mais on marque une respiration et on revient tout de suite avec cette question. Vous continuez de donner votre avis pour les études de vos enfants. Que privilégiez-vous, le public ou le privé ? Les vraies voix, ça y est, nous sommes là avec Jérémy Stubbs, avec Ergun Toparslan et Alaou Kili, un grand témoin, Christian Gaulier, économiste du GIEC et directeur de Toulouse School of Economics. Pour répondre à cette question, que privilégiez-vous pour vos enfants, le privé ou le public? Et vous dites pour l'instant plus le privé. Petite reprise d'un témoignage dans la presse. De plus en plus de parents, plutôt marqués à gauche et jusqu'ici pro-public, se résignent à rédiger des lettres de motivation pour inscrire leurs enfants dans les institutions religieuses. On arrive à une ségrégation sociale, on rentre dans un ghetto privé ou on reste dans un ghetto public? Situation un peu affolante, peut-être réaction de Christian Gaulier. On va dire que la stratégie, vous êtes en train de la porter à travers votre fonctionnement à Toulouse, c'est-à-dire qu'on est dans le contexte public, mais on adapte avec des stratégies privées, c'est ça l'idée? Exactement. À TSE, on a mis en place depuis une quinzaine d'années des vrais mécanismes d'incitation pour que les enseignants-chercheurs améliorent la qualité de leur enseignement pour rendre notre fonction plus attractive, plus utile, plus calée sur les besoins des marchés et donc pour permettre à nos étudiants de s'épanouir dans de belles carrières dans le privé, dans le public. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça soit l'école ou que ça soit l'université, à nouveau, la gouvernance est cruciale et dans cette gouvernance, il y a deux problèmes. À la fois le problème de l'incitation à améliorer la qualité, il y a aussi la sélection des bons enseignants. Et dans la sélection des bons enseignants, je trouve que dans l'université, on donne trop rapidement le statut de fonctionnaire à des enseignants-chercheurs dès la sortie de la thèse, alors que dans la plupart des autres pays du monde, on accorde ce statut de fonctionnaire qui est un extraordinaire statut. Je vous rappelle qu'un professeur d'université a comme à peu près unique obligation, sur laquelle il peut être contraint, d'enseigner 128 heures de cours par an. Donc c'est assez limité. Donc il faudrait évidemment que les bons enseignants-chercheurs complètent cette charge par de la recherche. Et il faudrait idéalement à trouver et sélectionner des enseignants-chercheurs qui soient à la fois bons en enseignement et bons en recherche. Et ça ne se fait pas à la sortie de la thèse. Il faut un chercheur, on a beaucoup enseigné dans sa carrière, et donc ça ne peut s'observer que dans le temps. Et c'est pour ça qu'à TSE, par exemple, on ne donne le statut de fonctionnaire, de professeur d'université, qu'après 6 ans ou 7 ans d'assistant professeur à TSE.
Donc, sur ce point, moi, je voudrais souligner les progrès qui se sont faits ces derniers temps. Je trouve que, par exemple, la proposition d'Emmanuel Macron de mettre en place un système où les directeurs d'école ont la possibilité de désigner, de préparer, d'organiser leur équipe pédagogique en contrôlant quels sont les enseignants qui rentrent et qui sortent de leur institution. Je pense que c'est un élément qui peut être extrêmement transformateur pour l'école. Bon, on va demander son avis à Jérémy Stubbs. Alors, rappelons-le, britannique, système différent déjà. Ancien professeur universitaire. Oui, très et ancien différent. professeur universitaire, dit Ala Oukili. En tant qu'ancien professeur, je connais bien le monde universitaire français et aussi le monde des écoles. Et d'abord, la première constatation, c'est qu'il y a eu une réforme complètement ratée du monde universitaire qui a, soi-disant, donné la liberté aux universitaires en les en privant. Réforme conduite par qui en tant que ministre de l'Éducation supérieure? Valérie Pécresse, qui bien sûr n'a jamais fait l'université. Et d'une manière générale, les politiques, les personnes en position de pouvoir en France ne connaissent pas l'université. Ces personnes-là ont fait les grandes écoles et il y a une sorte de, presque je dirais, de mépris pour les universités. Sauf que si on n'a pas un système universitaire florissant, où est la recherche ? C'est l'université qui produit la recherche. Beaucoup de grandes écoles ont essayé de racheter des universitaires parce que les universités ont produit des chercheurs. Et les universitaires avaient envie d'y aller parce que c'était plus intéressant financièrement. Exactement. Je pense que les réformes suggérées à Toulouse ouvrent une voie très intéressante. Pour le secondaire, en tant que parent d'un Français, je dois dire que nous sommes très contents d'une école privée, du système privé. Notre fils a fait à la fois alternativement le privé et le public. On ne se plaint pas du public, mais le privé a été vraiment excellent. Et contrairement moi, j'ai fait une école privée au Royaume-Uni. Ça coûte la peau ce sur quoi nous sommes assis. The bottom. Oui, c'est pire que ça, mais... D'accord. Mais en fait, les écoles privées en France coûtent beaucoup moins cher et sont très intéressante. Là, il y a un vrai atout à développer. Voilà ce que j'ai à dire. En tant que parent, alors peut-être votre avis, Ergun Toparslan, mais moi, par exemple, ma fille a la chance d'être dans un collège, on va dire, de qualité, mais il y a des doutes sur les lycées qui suivent après. Et en tant que parent attaché au public, c'est là que se pose la question finalement. C'est éminemment social. Il faut pas se voiler la face. S'il y a une population d'élèves qui est scolarisable rapidement, on y va, sinon non. C'est clairement ça. Pourquoi un parent met son enfant et va chercher des frais supplémentaires pour son éducation ? Il y a deux raisons à ça. C'est que tout d'abord, il n'est pas satisfait du cadre dans lequel il peut être accueilli dans l'établissement public. Et du deux, ou bien il y a d'autres vocations aussi. Il y a des personnes qui souhaitent à ce que leur enfant ait une éducation privée, spécialiste, vraiment sur certains thèmes. Mais le vrai sujet qu'on a, c'est un sujet social. C'est un sujet de carte scolaire. C'est un débat qu'on essaie d'éviter en France depuis plusieurs années. Et ce qu'il y a derrière, en réalité, c'est un problème de peuplement en France. Aujourd'hui, quand on se retrouve avec une reproduction sociale et des personnes qui se ressemblent systématiquement dans les mêmes universités, dans les mêmes endroits, il y aura des parents, effectivement, pour éviter que leur enfant peut-être se retrouve dans certains lycées, le mettront à quelques kilomètres plus loin avec dans des lycées privés. Il y a même plein d'autres sujets qui sont liés à ça. Certains parents, parfois, sont forcés, notamment ce qui existe en Meurthe-et-Moselle, d'aller dans les collèges et les lycées privés parce que c'est tout simplement ceux qui ont des horaires les plus adaptés à la vie professionnelle. Et parfois, ce sont des sujets qu'il faut prendre en compte d'un point de vue global, le transport, le logement et la mixité sociale et le sujet de peuplement qu'on essaie d'éviter depuis très longtemps. Surtout le sujet de carte scolaire. Je sais qu'un jour ça va revenir. Et quand ça va revenir en France sur la table, ça va faire un sacré bordel, mais on évite le sujet depuis plusieurs années. On a un problème de carte scolaire dans notre pays. Il y a également un sujet qui va revenir à un moment, c'est l'argent qui va au privé aux dépens du public. Les gens, ils sont, ça provoque à chaque fois quasiment, on est au bord de l'émeute, mais... Vous parlez de quel argent, là ? Mais l'argent public qui finance le privé. À un moment, il n'est pas... De quelle manière ? Il n'est pas... Comment ça, de quelle manière ? Les régions financent des lycées privés, des collèges privés, des primaires privés.
aux dépens du public qui est dans un état de délabrement inqualifiable aujourd'hui pour le pays qui est 5e, 6e puissance du monde. Donc cette question, il va également falloir que l'on planche dessus, quitte à ce que le privé se débrouille tout seul, parce que le public, on y est rattaché notamment pour des questions de citoyenneté, notamment pour des questions de laïcité et également pour une question de mixité sociale. Avant de conclure avec Christian Gaulier, Jérémy Stubbs, sur le fait que les enfants, certains enfants par exemple ne maîtrisent pas la langue française, d'autres sont en échec social, avec des problématiques liées aux parents, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce qu'il faut aller vers un nivellement des classes? Moi à l'époque il y avait ce qu'on appelait les CPPN, alors c'était terrible quand on y allait, mais est-ce que ça permet pas finalement de centrer les problématiques et d'avancer à son niveau? Je dois dire qu'après une vie dans l'éducation, je suis resté profondément sceptique quant à toutes les suggestions, parce que on va refaire des propositions qu'on avait faites dans les années 70 ou à n'importe quelle époque. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Bon, oui, essayons de faire des réformes. Je reste un peu sceptique. En même temps, quelquefois, les avantages du privé, c'est que ça permet justement de décharger le poids qui pèse sur le système public. Et donc il ne faut pas, de même que les gens qui ont fait les grandes écoles ne devraient pas mépriser l'université, l'école publique secondaire ne devrait pas mépriser l'école plus libérale privée. Trouver un équilibre. Et pour conclure, alors Christian Gaulier, donc l'idée ça aurait été finalement qu'on ait du 50-50 pour notre consultation, c'est-à-dire à la fois privé, à la fois public, parce qu'on peut y trouver à chaque fois un intérêt. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que chaque euro dépensé, qu'il soit public ou privé, soit le mieux utilisé possible. Je vous rappelle que quand même, le meilleur investissement que vous pouvez faire sur Terre, le plus rentable, c'est celui de l'éducation. Hein. Et donc ça, beaucoup de parents l'ont bien compris et donc sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table, en primaire, en secondaire, à l'université, dans les grandes écoles, pour que le service rendu d'enseignement soit le plus élevé possible. Et le système privé, en particulier les grandes écoles, ont bien compris ça. Et l'université est un petit peu en porte-à-faux dans à la fois sa nécessité de rendre le service public, réaliser que toute personne qui a un baccalauréat puisse accéder à l'université, et en même temps construire un système qui permette d'approcher et d'offrir aux meilleurs étudiants une formation au niveau de leurs compétences et capacités. Merci, ça a coupé un petit peu, mais on a entendu vraiment l'essentiel. Merci beaucoup Christian Gaulier. Et pour conclure sur la consultation sur le compte Twitter, vous privilégiez le privé à 74% contre 26%. Merci encore à Christian Gaulier, directeur du Toulouse School of Economics.